Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, c'est notre rencontre désormais mensuelle avec celles et ceux qui agissent pour la préservation des milieux naturels au sein du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Cette importante association, fondée en 1984 et reconnue d'utilité publique, intervient pour la connaissance de la nature, la protection des espaces naturels et des espèces, la gestion des sites protégés et la valorisation du patrimoine naturel régional. À ce jour, le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine protège plus de 320 sites, soit près de 7000 hectares de milieux remarquables. Aujourd'hui, nous sommes avec l'un des animateurs nature du Conservatoire. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Thierry Gidet, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir ici à Sarrebourg, en Moselle, au siège du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. En quoi consiste le métier d'animateur nature au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, Thierry Gidet, car c'est bien votre métier? Tout à fait, c'est mon métier et il consiste à faire connaître aux gens le patrimoine lorrain, le patrimoine naturel lorrain, celui qui est quelquefois au pas de leur porte et dont ils n'ont pas forcément connaissance. Et puis les sensibiliser dans la mesure du possible à sa préservation, parce que le patrimoine, comme son nom l'indique, on n'en est pas propriétaire, on en est dépositaire. Il nous vient des générations précédentes et on en est dépositaire pour les générations qui suivent. D'autant que, Thierry Gidet, on a d'abord commencé par préserver les espèces animales, plantes, et puis on s'est rendu compte que sans leurs espaces, sans leur milieu de vie, eh bien, protéger les espèces ne servait à rien, ou pas à grand-chose. Tout à fait, c'est un petit peu comme si je disais je vous protège, mais que je ne protège pas votre maison, on peut la détruire du jour au lendemain pour en faire un parking. Eh bien ça commence bien. Donc c'est justement l'originalité des conservatoires d'espaces naturels, que ce soit en Lorraine ou ailleurs, ça a été de dire on protège des espaces pour protéger des espèces. C'est l'un des petits jeux de mots que j'aime bien faire en animation. J'imagine, Thierry Gidet, que vous souscrivez pleinement aux propos de votre homologue Louis Espinassou lorsqu'il nous parle de l'importance du réel et du dehors. Il est lui aussi animateur nature, mais aussi formateur, conteur et écrivain. Le réel, c'est dehors, autour de chez moi, autour de chez nous. Le réel, c'est chiant, parce que c'est jamais à disposition comme on veut. Ce jour-là, il pleut, ce jour-là, il y a du brouillard. On voulait faire de la lecture de paysage, mais il y a du brouillard. Vivement qu'on rentre au centre pour voir un DVD sur le paysage. Non, le réel, il est là, il est imprévisible, il est caca, on est sale, on s'est griffé aux ronces, mais c'est le réel. Et c'est pas tellement d'une surcharge encore d'images dont ils ont besoin, ça va, une civilisation, où côté image, les gamins, ils sont servis. C'est de dehors et du réel tel qu'il est, et le réel tel qu'il est, il va être 10 fois, 100 fois plus merveilleux quand à un moment donné, il va se passer quelque chose dans le vrai réel. Et que les gamins ils vont pouvoir rentrer en disant on y était, ça on l'a vu, ça on l'a fait, ça on l'a touché, on était dans le réel. Le réel il est toujours moins bien que la vidéo et que le DVD, toujours. Il est toujours emmerdant pour l'animateur parce qu'il n'est jamais qu'on avait prévu. La petite fleur qui était superbe qu'on veut leur montrer, ben non, depuis elle a été broutée par un chevreuil et il n'y a plus la petite fleur. Mais c'est pas grave parce qu'on est dehors, dans le réel. Durablement Vôtre, Éric Mutschler. Extrait d'une vidéo figurant sur le site du réseau École et Nature, une association nationale éducative complémentaire de l'enseignement public, fondée en 1983, à retrouver sur réseauécoleetnature.org. Louis Espinassou, souvent cité par les éducateurs de l'environnement. Nous avons donc perdu ce contact, ce lien avec la nature, Thierry Gidet? Oui, en tout cas, on a une méconnaissance vraiment très générale de notre patrimoine naturel, du nôtre, de celui qui est à nos pieds. On connaît plus facilement les mœurs et les façons de vivre du lion ou de l'éléphant ou de la baleine que celui du hérisson, de la taupe ou de la chauve-souris. C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, on passe peut-être plus de temps devant son écran de télévision que finalement, dans la nature, cette nature qui nous entoure, quelquefois même en ville. Peut-être, et puis parce qu'on a peut-être aussi vis-à-vis de la nature un rapport non pas de relation, mais de consommation. Alors on a besoin, et c'est l'un des objectifs de l'animation nature, de retrouver un petit peu ses racines à travers des expériences sensorielles, à partir d'expériences affectives
donc, aussi bien des plantes, des animaux, des sites, des lieux, de la terre, du vent, etc. Thierry Gillet, le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, je le disais en introduction, protège les milieux naturels. Il achète, il loue, bref, il protège ces milieux naturels. On aurait pu imaginer que, après tout, pourquoi avoir besoin d'animateurs nature tels que vous, et encore une fois, c'est votre métier aujourd'hui au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Comment en est venu le Conservatoire à recourir à vos compétences ? Et en fait, le conservatoire ne veut pas travailler seul, sans le soutien des populations locales, sans le soutien des communes et de leurs habitants. Surtout quand vous avez un site qui est sur une commune, il est impératif que les gens le sachent, qu'ils en prennent conscience et qu'ils s'investissent. Ça veut dire aussi, Thierry Gillet, que les habitants, alors le maire en tête, ne connaît pas forcément l'état de son patrimoine naturel de sa commune ? Non seulement il ne le connaît pas, mais il en a une perception qui est souvent altérée. Je prendrai l'exemple d'un marais. C'est souvent perçu comme un endroit au moins improductif, au pire un nid à insectes, insalubre, etc. Donc on redonne à un milieu comme le marais ses lettres de noblesse en le protégeant. Et ça passe par la sensibilisation, c'est votre métier, et j'imagine à ce moment-là un peu comme un préalable à une protection qui viendra peut-être plus tard. Un préalable, ou en tout cas l'un des volets de la préservation. Ça va quelquefois en aval, mais quelquefois aussi en amont de la préservation. Et j'imagine aussi que, Thierry Gillet, votre objectif, lorsque vous emmenez le public, quel qu'il soit, les enfants aussi sur les sites naturels du conservatoire, mais aussi peut-être ailleurs, votre objectif, ce n'est pas que tout un chacun devienne un spécialiste du hérisson, de la chauve-souris, des insectes. Surtout pas. Et alors, vous faites bien de parler des enfants parce qu'effectivement, globalement, je vais faire deux types de sorties sur le terrain. Ça va être soit avec les scolaires de l'école la plus proche du site, souvent sur la commune même, soit ce qu'on appelle les sorties grand public, qui donnent lieu à un calendrier qu'on édite chaque année et qui est disponible dans les offices du tourisme, où on va faire des sorties sur des sites qui ne sont pas d'ailleurs forcément accessible à tout le monde durant le restant de l'année. Et durant ces sorties, le but du jeu, c'est évidemment pas de faire de tout le monde un spécialiste de la faune et de la flore, mais de faire connaître le petit coin de nature qui est près de chez soi et ses richesses et surtout sa fragilité. Alors comment réagissent le public, qu'il soit scolaire ou grand public, terme générique pour dire tout un chacun? Est-ce que les gens sont, j'imagine que oui, souvent surpris finalement de ce qu'ils découvrent précisément tout près de chez eux? Tout à fait. La plupart des temps, les gens sont émerveillés de se rendre compte que tout près de chez eux, on avait ça vraiment, chez nous. Exactement. Et on a ça chez nous, et ça c'est rare, et ça n'existe pas ailleurs. Je prendrai le cas des prés salés, qui sont vraiment une originalité de la Lorraine. Les gens ne se rendent pas forcément compte que d'avoir des salicornes à 400 km de la mer, c'est quelque chose d'exceptionnel. Salicorne, Thierry Gillet? La salicorne, oui, c'est une petite plante typique des milieux salés, qui pousse normalement dans les marais salants en bord de mer, et qu'on retrouve, chose étonnante, à 400 km de la mer, en plein milieu du département de la Moselle. Est-ce qu'à l'inverse, les gens ne sont pas, on va dire quelquefois un peu déçus? On a tellement l'habitude aujourd'hui du gigantisme, quelque chose d'extraordinaire, il faut que ça flash, il faut que ça en mette plein la vue. Finalement, en découvrant une petite orchidée tapis sur une pelouse, on se dit « Ah tiens, juste ça, c'est extraordinaire ». Mais ça fait partie justement de mon boulot d'apporter un petit peu d'intimité entre les gens et le milieu naturel qu'on leur fait découvrir. C'est le fait d'avoir pris une petite loupe avec soi et d'inciter les gens à regarder de tout près cette orchidée pour se rendre compte que, elle fait peut-être que 2 cm de haut, mais regardez bien ces 2 cm de tout près et c'est une splendeur. Ça vaut largement les orchidées qu'on trouve chez le fleuriste. Le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, où vous êtes animateur nature, Thierry Gillet, est l'un des 29 conservatoires régionaux et départementaux existants en France. Tous poursuivent le même objectif. Le conservatoire est ouvert à tous et chacun peut profiter des nombreuses animations et des visites guidées sur les sites. Ceux qui aiment l'action participent au chantier d'entretien en automne et certains acceptent de devenir conservateurs bénévoles de l'un des sites préservés. Le premier objectif du conservatoire, c'est bien sûr la protection et la conservation des espèces et des sites naturels remarquables, mais ça va bien au-delà. C'est dans ce genre d'endroit que le public peut entrer en contact direct avec la nature
ressortir des émotions et comprendre ce que signifie réellement, concrètement, protéger la vie sauvage, protéger la biodiversité, protéger les espèces qui nous entourent. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Jean-Paul Thévenin, que l'on vient d'entendre dans ce film de présentation du Conservatoire d'espaces naturels de la région Centre, réalisé par Philippe Henry en 2014, est conservateur bénévole des chaumes de la Périsse, dans le département du Cher. Vous, Thierry Gidet, vous êtes salarié du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, c'est votre métier, et vous travaillez plus particulièrement dans le domaine de l'animation et de la sensibilisation du public au sein du conservatoire. Exactement, mais on travaille en lien évident avec des bénévoles de l'association, puisqu'il y a possibilité, si on le souhaite, d'agir pour la nature dans les conservatoires d'espaces naturels de Lorraine, de Lorraine ou d'ailleurs. Le rôle d'un conservateur bénévole, on devient conservateur lorsqu'on prend en charge un site du conservatoire, ça consiste en quoi, Thierry Gidet ? Oui, il ne faut pas s'attendre à ce que conservateur bénévole signifie qu'on doive habiter sur le site ou bien y passer tout son temps. En fait, un conservateur bénévole, c'est simplement quelqu'un qui habite à proximité du site en question et qui accepte de passer une petite partie de son temps à être la sentinelle en quelque sorte de ce site, voir si tout s'y passe bien, nous alerter s'il y a quelque chose qui arrive et puis servir éventuellement d'interface entre le conservatoire et les gens du coin. Parce que les partenaires locaux sont nombreux. Il y a la commune, voir les chasseurs, les pêcheurs, les randonneurs, pourquoi pas, et puis tous les gens qui peuvent être intéressés par la préservation de l'environnement. Et ce n'est pas non plus nécessairement un super connaisseur de la nature, peut-être avant tout motivé par l'amour qu'il a de ce terrain près de chez lui. C'est même le seul préalable, ce qui ne l'empêche pas, dans le cadre de formations qui sont proposées par le conservatoire, d'acquérir, s'il le souhaite, des compétences après naturalistes. Mais ça, c'est comme on dit dans les contes, c'est une autre histoire. Et sinon, il y a possibilité de s'investir en tant que bénévole sans être pour autant conservateur bénévole. Je dirais la première chose qu'on essaie d'inculquer, si le mot peut être utilisé, aux gens qui viennent avec nous en sortie, c'est le respect. Je dirais c'est la première phase d'implication dans la préservation d'un site, c'est simplement de le respecter, de prendre sur soi pour ne pas le détériorer. Quelquefois, ça peut suffire simplement à le préserver. Une deuxième étape, ça va être de faire des choses, de s'investir. Et là, il y a plusieurs possibilités. On peut participer à l'entretien même du site à travers des chantiers de bénévoles qui sont organisés, souvent en automne. On peut aussi participer aux animations, si on le souhaite, en tant qu'animateur, pourquoi pas, bénévole pour le coup. Je ne fais pas seulement des sorties, j'anime également des stands quelquefois sur des fêtes locales ou sur des événements à l'échelle départementale ou régionale. Et là, il y a possibilité tout à fait pour un bénévole de venir donner un coup de main, de tenir le stand avec moi, d'accueillir le public, de présenter également les sites, puisqu'on a des plaquettes qui présentent certains sites naturels accessibles au public et donc on peut échanger avec les gens à cette occasion-là. Donc, il y a plein de façons de se rendre utile, je dirais, pour la nature à travers les activités du conservatoire. Et précisément, Thierry Gidet, en Lorraine, les conservateurs bénévoles se bousculent au portillon, viennent frapper à votre porte pour dire « moi je veux être conservateur bénévole ». Alors, pas vraiment, mais c'est une tendance quand même qui s'améliore au fil des ans. En particulier sur ces fameux salons dont je parlais, beaucoup de gens viennent me voir en disant « Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Alors, je parle également de la participation possible à des suivis scientifiques, puisque les conservatoires sont animateurs quelquefois de suivis scientifiques sur certaines populations animales ou végétales. Donc, c'est aussi l'une des possibilités de participation. Il y a plein de choses qui sont possibles. Donc, il faut effectivement nous contacter. Thierry Gidet, lorsque vous êtes sur le terrain, c'est à l'initiative d'un conservateur bénévole qui vous contacte en disant voilà, moi j'aimerais bien que vous organisiez une animation sur le terrain. Est-ce que c'est à l'initiative des communes ou est-ce que c'est votre propre fait? Vous avez votre propre agenda d'animation?
On a notre propre agenda. En fait, le document de base, celui qui va fédérer un petit peu toute notre action, c'est ce qu'on appelle le plan de gestion. C'est un document qui a trait donc à un site et sur lequel on va faire un état des lieux d'abord et puis ensuite des propositions pour la gestion. Parmi ces propositions pour la gestion, on va entre autres indiquer que sur ce site, on peut faire une sortie scolaire tous les 2 ans ou une sortie grand public tous les 3 ou toutes les années par exemple. Et donc, c'est en fonction de ces indications-là que chaque année, en fin d'année calendaire, on va mettre en place une programmation pour les sorties de l'année à venir. Là-dessus, vont pouvoir se rajouter éventuellement des demandes de communes ou d'établissements scolaires pour des sorties supplémentaires. Et ce sont des visites ou des sorties qui sont organisées gratuitement, où tout un chacun peut participer à ce moment-là? Absolument. Aussi bien nos sorties grand public que les sorties scolaires. Je précise pour les écoles des 4 départements de la Lorraine, tout cela est gratuit. J'ai la chance que mon poste soit financé entièrement par les collectivités locales et par également l'État et la région. Et de ce fait-là, on peut proposer la gratuité complète aux écoles et aux collectivités. Pour autant, Thierry Gidé, on en revient toujours à ce fameux lien avec la nature qui se distend de manière insidieuse et sans même que nous nous en rendions compte pour nous emmener vers un monde de plus en plus aseptisé. Pourtant, rappelons-nous, lorsque nous étions enfants. On en fait des bêtises quand on est petit. C'est pas grave, tout le monde en fait, c'est ainsi. J'ai joué avec les bougies, les briquets. Plus d'une fois j'ai bien failli tout faire flamber. On en fait des bêtises quand on est petit. Mais c'est pas grave, tu vois, j'en ai fait aussi. Je me disais, si la pluie nous offrait du répit, si entre les nuages arrive une éclaircie, on pourrait aller sauter dans les flaques. Toi et moi, se tirer la langue, se mettre des claques. On pourrait aller sauter dans les flaques. Toi et moi, se tirer la langue, se mettre des claques. J'ai menti, j'ai raconté des bobards. J'en ai fait pleurer des filles avec mes histoires. On en fait des bêtises quand on grandit. On s'en veut, c'est tant mieux, mais ça s'oublie. Je me disais, si on se passait l'après-midi, rien que toi et moi, hein, dis-moi, qu'est-ce que t'en dis? On pourrait aller sauter dans les flaques. Toi et moi, se tirer la langue, se mettre des claques. On pourrait aller sauter dans les flaques. On pourrait se faire des whiz, des plots, des claques. Allez sauter, estirer, allez sauter, estirer. Je suis plus tout jeune, je suis tout vieux, faut que je donne l'exemple. Que je te dise que c'est pas bien pour que tu trembles. Mais on aime bien les bêtises quand on vieillit. Oh oui, c'est juste qu'on n'a plus le droit d'en faire, c'est ainsi. Je me disais tout à l'heure, si mamie nous oublie, si on arrive à se faufiler sans faire un bruit, on pourrait aller sauter dans les flaques. Toi et moi, se tirer la langue, se mettre des claques. On pourrait aller sauter dans les flaques. Toi et moi, se tirer la langue, se mettre des claques. On pourrait aller sauter dans les flaques. Toi et moi, se tirer la langue, se mettre des claques. On pourrait aller sauter dans les flaques. Toi et moi, se tirer la langue, se mettre des claques. Durablement vôtre, Éric Mutschler. C'était le groupe Mes souliers sont rouges, MSSR pour les initiés, formé à Caen, en Normandie, en 2011, et qui vient de nous inviter à sauter dans les flaques, un titre extrait de l'album Une heure déjà sorti en 2005. Ça commence comme ça, Thierry Gidé, le lien avec la nature, sauter dans les flaques. Mais bien entendu. Et puis ensuite, on va sauter dans les mares salées, par exemple. Hein. J'en parlais tout à l'heure. Alors justement, j'aimerais que vous reveniez brièvement, Thierry Gidé, sur ces fameuses mares salées.
Oui, alors c'est, je dirais, sur le collier des richesses de la nature, c'est l'une des perles. Hein. C'est cette spécificité C'est une belle lorraine. formule, ça. Je vous remercie. C'est une spécificité de la Lorraine. Ce sont ces mares salées. On a cette chance incroyable qu'à un endroit de la Lorraine, des lentilles de sel coincées à l'intérieur même du calcaire, sous nos pieds, se retrouvent traversées par de l'eau qui provient de la nappe phréatique et qui remonte en surface par un système de puits artésien, de sources artésiennes. On est en Moselle, dans la région de Château-Salin. Tout à fait, dans la région de Château-Salin. D'où le nom même, la Exactement. toponymie même de Château-Salin. Et même de la région qui l'entoure, qu'on appelle le Saulnois. Enfin, il y a énormément de noms de communes autour qui ont rapport direct au sel. Et donc, on retrouve ces mares avec, au centre de la mare, on peut avoir une concentration de sel qui dépasse les 30 grammes de sel par litre. C'est énorme. Hein. Et évidemment, il y a très peu de vie animale dans ces mares, mais autour, et en fonction justement de la concentration de sel, on va trouver plusieurs plantes vraiment très très particulières qu'on ne trouvera pas ailleurs et qui, en Lorraine, ont même réussi à créer des sous-espèces. Et alors, cette fameuse salicorne... La fameuse salicorne. Consommable. Consommable, oui. D'ailleurs, on l'appelle, selon les endroits, le haricot de mer ou même le cornichon de mer, hein, puisqu'elle peut se manger en pickles, entre guillemets, ou bien poêlée. Oui, hein, elle est tout à fait consommable. Et dans les régions où on peut l'accueillir, hein, c'est-à-dire en bord de mer, on va la trouver dans les magasins et puis la trouver en bocaux, etc. Alors, j'insiste sur le fait que sur les sites du conservatoire, la salicorne, on ne peut pas l'accueillir. Ou peut-être uniquement du regard. Oui, exactement, du regard. Alors, les mares salées de la région de Château-Salin, Thierry Gidet, mais d'autres milieux également remarquables, protégés par le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, par exemple les tourbières. Oui, alors les tourbières, on en a deux sortes même en Lorraine. Hein. On a les tourbières acides qu'on trouve essentiellement dans le milieu montagnard, donc dans les Vosges, dans les Hautes-Vosges, qui ont une origine glaciaire. Hein. Ce sont des anciens lacs glaciaires qui se sont comblés progressivement à cause d'une plante principalement qui est une petite mousse. Hein. Là, on l'appelle la sphaigne. Et cette sphaigne, elle aime bien les milieux humides, elle aime bien le froid, elle aime bien l'acidité. Trois caractéristiques du milieu qu'elle retrouve sur ces endroits-là. Et puis, c'est son accumulation qui va former finalement ce qu'on appelle la tourbe. La tourbe, ça n'est rien d'autre qu'une accumulation de plantes mortes qui se sont non pas détériorées, mais quasiment momifiées pour former donc cette substance-là. Et ces tourbières, Thierry Gidet, sont particulièrement fragiles. Elles sont fragiles et il y a plusieurs déséquilibres du milieu qui peuvent les tuer carrément. En particulier, tout ce qui a trait au niveau de l'eau, hein, tout ce qui est hydrologique. Si on assèche une tourbière, évidemment, les plantes qui y vivent et qui ont l'habitude d'être les pieds dans l'eau vont mourir. Et puis d'autres plantes vont les envahir, en particulier les arbres qui peuvent être autour. Mais également, si on noie une tourbière, on va la tuer d'une façon aussi sûre. Donc, je dirais la maîtrise de l'hydrologie est l'un des points essentiels pour la gestion, justement, d'une tourbière. Ce sont sur ces tourbières, Thierry Gidet, que l'on trouve ces fameuses petites plantes carnivores. Oui, tout à fait. Je vois que vous avez pris vos références. La drosera, ou qu'on appelle aussi la rossolis, c'est une petite plante qui joue les tumouches, en fait, qui joue les papiers tumouches, donc des petits poils avec des gouttes de colle au bout, et puis les insectes vont venir se coller dessus pour finalement se faire digérer. Alors ça, j'imagine que les publics que vous emmenez avec beaucoup de précautions sur les tourbières et qui découvrent que nous avons en Lorraine des plantes carnivores. Il ne faut pas s'attendre évidemment à des monstres, hein, on ne craint rien, il n'y a pas beaucoup de danger. J'imagine quand même que ça va être assez frappant, non ? C'est assez frappant. Et alors, on précise dès le début qu'effectivement, il ne faut pas s'attendre à trouver des monstres, hein, que la feuille de la drosera, elle est grande comme l'ongle d'un petit doigt, donc c'est pas là-dessus qu'on va, nous, rester collés. On va pouvoir en échapper. Voilà, on va pouvoir en échapper. Mais justement, on a pris la précaution d'aménager certains sites avec des caillebotis, avec des chemins de planches qui vont permettre d'arriver tout près de ces plantes et de venir les regarder carrément à la loupe. Hein. C'est ça qui est assez fantastique. Alors, on a parlé des mares salées, des tourbières, mais le conservatoire protège également Thierry Gidet, des étangs et des pelouses calcaires. Alors, peut-être que tout le monde n'est pas au fait de concept de pelouse. On a tous des pelouses, mais pour des naturalistes comme vous, une pelouse calcaire, ça a une signification bien particulière. Oui, une pelouse calcaire, c'est pas un gazon tondu. Hein. C'est simplement un endroit qui est avec une végétation ouverte, ce qu'on appelle un milieu ouvert, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir ou peu de buissons et d'arbres, mais par contre beaucoup d'herbes. Et on appelle
pelouse plutôt que prairie parce que la végétation y est plus courte, plus rase. Et on en retrouve essentiellement ces pelouses sur le milieu calcaire parce que le calcaire, à grande échelle, il laisse passer énormément l'eau et du coup on se retrouve avec un milieu très sec. Alors précisément, comme un monument historique, les espaces naturels doivent être entretenus, en tout cas certains d'entre eux, d'autant que leur richesse provient justement d'un usage ancestral. S'il n'y a plus de gestion, que ce soit mécanique ou pâturage, le milieu viendrait à se refermer, c'est-à-dire qu'on verrait les broussailles envahir petit à petit cette strate herbacée pour atteindre un stade forestier. Et donc on perdrait la biodiversité actuelle qu'on essaye de protéger. La réserve régionale de la Côte de Delme est traversée par un sentier de randonnée de 6 km avec ses règles de conduite. L'ensemble est un formidable livre ouvert pour les sorties pédagogiques des scolaires. Reste le berger qui travaillait avec des écologistes, Yves, toujours là, pour vous parler des senteurs et des ambiances particulières de sa petite montagne. Durablement vôtre, Éric Mutschler. L'extrait de ce reportage réalisé et diffusé par France 3 en 2015 pose la question de la gestion des espaces naturels, Thierry Gidet. Oui, parce que protéger un site, le préserver, c'est pas le mettre sous cloche. C'est pas non plus la non-intervention. Ça peut l'être, mais la plupart du temps, ça n'est pas le cas. Thierry Gidet, est-ce que le titre même de conservatoire d'espaces naturels ne prête pas un peu à confusion? Ça me fait penser aussi au concept de réserve naturelle, où on pense malheureusement là aussi aux réserves d'Indiens. On pourrait imaginer une clôture autour le parc, les fameux parcs naturels régionaux, parcs nationaux. Est-ce que le terme même de conservatoire finalement n'induit pas un peu le public précisément dans une direction qui nous laisserait croire que, on met sous cloche? Si, peut-être, mais comment l'éviter? Le fait est que notre action va quelquefois, et c'est en tout cas l'impression qu'on peut donner, à l'encontre de la nature. Il est certain que si une pelouse calcaire est laissée à l'abandon, et laissée sans gestion, petit à petit, comme c'était si bien dit dans l'extrait, les buissons vont la recouvrir, puis les arbres. Alors c'est très joli une forêt, c'est très beau, mais on perd à ce moment-là cette biodiversité présente dans les prairies, et à ce moment-là, on perd en biodiversité d'une manière générale. Donc, chez les naturalistes, Thierry Gidet, cette nécessaire intervention a mis du temps à émerger et à être acceptée parce que précisément, pendant longtemps, il fallait ne pas intervenir, au contraire. Oui, mais maintenant c'est rentré, je dirais, dans les mœurs parce qu'on s'est rendu compte que ces milieux, en fait, ne sont pas naturels. Il n'y a aucun endroit en France qui n'a pas connu la main de l'homme. Et en particulier, puisqu'on parle des pelouses calcaires, elles sont issues de cette économie agro-pastorale. Par conséquent, si on arrête de mettre des moutons sur les collines, on va perdre ces pelouses calcaires. Par conséquent, puisqu'on en est directement à l'origine, on en est responsable. De la même manière aussi que bien avant l'homme, ces milieux-là étaient aussi rendus ouverts par précisément le pâturage peut-être de grands herbivores, mais aussi le feu qui détruit. La nature, ce n'est pas simplement un long fleuve tranquille entre une graine et puis finalement l'arbre qui pousse. Il y a plein d'interventions pour remplacer un peu ces événements-là, Thierry. On remplace un petit peu ces événements-là et puis, comme je le dis, on est responsable de ce qu'on a créé. Je prendrai l'exemple des étangs. Les étangs en Lorraine sont tous artificiels. Ce sont des barrages qui ont été créés par les moines au Moyen-Âge pour créer une activité économique de pisciculture extensive qu'on conserve d'ailleurs, et puis également pour faire tourner des moulins et tout ça. Le fait est que comme les autres zones humides que sont les marais alcalins, etc., ont pour la plupart disparu, à peu près 50% des zones humides autres que les étangs ont disparu en Lorraine, les étangs viennent prendre la place de ces zones humides. Elles servent de refuge aux espèces qui vivaient dans les autres types de zones humides. Et donc, nous, en gérant les étangs, on protège aussi ces espèces-là. Vous venez de prononcer le terme alcalin, Thierry Gidet. Est-ce que ce n'est pas une des difficultés précisément de votre métier d'animateur nature que de vulgariser, sans tomber dans la simplification, mais la vulgarisation, c'est aussi un métier, parce que finalement, vous jonglez en permanence avec des concepts quand même scientifiques, peut-être des fois un peu hermétiques au commun des mortels, non ? Oui, c'est possible, mais d'ailleurs justement, moi je me considère comme un privilégié parce que j'ai accès à cette somme de connaissances qu'a assimilé et a accumulé le conservatoire pendant 30 ans, et l'une de mes tâches, c'est de le faire passer
à la population locale, de le faire passer à tout le monde, de le vulgariser, comme vous le disiez. Alors je précise, parce que le mot est venu, que alcalin, c'est un synonyme de basique, et que ça veut dire simplement le contraire de acide. Donc on a les tourbières acides dans les montagnes, et on a les marais alcalins en plaine. L'eau devient basique, alcaline, parce que l'eau est passée à travers le calcaire avant de sortir à la source. Vous voyez, même dans Durablement Vôtre, on se promène avec vous, Thierry Gidet, dans les différents milieux du Conservatoire d'espaces naturels. Un mot sur le conseil scientifique qui est l'organe, précisément scientifique, parce que évidemment, les plans de gestion que vous évoquiez tout à l'heure, Thierry Gidet, ne sortent pas comme ça du chapeau. Non, ils ne sortent pas du chapeau. Ils sont conçus par notre équipe scientifique avec un long travail d'observation, d'études, etc., avant de faire des premières préconisations donc, pour la gestion. Et ces préconisations pour la gestion ne seront mises en œuvre que lorsque ce plan de gestion aura été soumis et validé par un conseil scientifique. C'est justement l'un des organes essentiels et originaux des conservatoires, c'est ce conseil scientifique, des gens de tous horizons, de toutes spécialités, qui vont permettre à la gestion d'éviter des erreurs, parce qu'on pourrait vouloir protéger un insecte, par exemple, et par les mesures de protection, abîmer l'habitat pour une plante ou pour un oiseau. Donc, avec des scientifiques de toutes les spécialités, on évite cet écueil-là. Thierry Gidet, vous êtes animateur nature au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Sensibiliser, faire découvrir la nature est devenu, je le disais tout à l'heure, un véritable métier. Comment on dit animateur nature ? Moi je connais animateur télé, mais animateur nature c'est... Alors il y a plusieurs métiers dans l'animation, c'est un champ extrêmement varié. Là on va faire le focus sur ce qu'on appelle un BTS, gestion, protection de la nature. Et après on va avoir deux spécialités, soit gestionnaire. Donc là ici on a un gestionnaire, c'est Aster qui est le gestionnaire de toutes les réserves naturelles de Haute-Savoie, avec qui on travaille. Et puis il y a la spécialité d'animateur nature qui vient travailler sur la sensibilisation à l'environnement. Éducation nature, sensibilisation à l'environnement, voilà, c'est des termes. L'idée étant de mettre les gens en relation avec la nature dans un espace qui est plutôt dédié au tourisme, aux vacances, aux loisirs. Donc là, on est vraiment sur une approche beaucoup plus sensible, beaucoup plus dans de la rencontre que dans l'apprentissage. Donc du coup, en fait, vous avez et des activités pédagogiques, comme on l'a vu avec des classes, puis vous avez aussi ces activités pour les touristes, pour les gens de passage. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Armand Courriou, animateur nature du chalet de la réserve naturelle de Passy, en Haute-Savoie, s'entretenait avec Géraldine André, qui présente Documentaire, une émission consacrée à l'environnement et au développement durable, diffusée sur la télé locale 8 Mont-Blanc. Cette émission consacrée en 2016 au métier de la nature a d'ailleurs été réalisée en collaboration avec le Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie. Les animateurs nature sont devenus de véritables professionnels, Thierry Gidet ? Oui, tout à fait. Mais avant de parler de ça, je voudrais revenir un petit peu sur la notion de partenariat. Qu'on évoquait tout à l'heure. Tout à fait. Et quand je fais une sortie grand public, je surprends souvent les visiteurs en annonçant que les chasseurs nous aident à limiter le nombre de sangliers ou qu'une prairie protégée est fauchée par un agriculteur local. Et en quoi ça les perturbe ? Ça les perturbe parce qu'ils s'imaginent qu'on travaille seul. Ah oui. Et que protéger, ça veut dire empêcher toute activité. Et donc là, on se rend compte que protéger un environnement, ça ne veut pas dire le mettre sous cloche, mais que ça veut vraiment dire travailler avec d'autres personnes. Les agriculteurs sont l'un de nos soutiens essentiels pour la gestion. Alors, on va quand même revenir à ma question préalable. Thierry Gidet, les animateurs nature sont devenus de véritables professionnels. Oui, c'est une profession qui a émergé. Alors, moi, quand j'ai démarré, il n'y avait pas de formation spécifique, mais maintenant, elles existent. Il y a ce fameux BTSA, le brevet technique supérieur agricole, GPN, c'est-à-dire gestion et protection de la nature. On adore les acronymes. On adore les sigles, etc. De protection de la nature. Voilà. Mais, et puis on peut également citer, Thierry Gidet, le fameux, alors encore un acronyme, le BPGEPS. Le BPGEPS, c'est une formation éducateur à l'environnement vers un développement durable organisé par le GREN, le Lorraine, le réseau d'éducation à l'environnement Lorraine. Au titre du ministère de la Jeunesse et des Sports.
Parce que le BPCHEPS est un diplôme de jeunesse et sport. Le BTSA, GPN, donc le BTS, est une formation faite par le ministère de l'Agriculture. Et puis vous avez également des formations de l'éducation nationale. 3 ministères pour des types de formations pour amener à un seul métier. C'est vous dire que tout le monde veut tirer un petit peu la couverture à soi. Tant mieux si ça se professionnalise. Vous, Thierry Gidet, vous aimez bien travailler la découverte par le jeu. Oui, c'est ce que j'essaie de mettre en avant, surtout pendant les sorties scolaires, mais pas seulement, hein, et également en sortie grand public. Parce que le jeu, ça va être le véhicule vraiment de toutes les découvertes, et puis ça va être également le support des émotions. On va pouvoir, par le jeu, s'approprier un lieu, l'apprivoiser, et puis non pas en devenir propriétaire, mais en devenir ami. Moi, je me rappelle d'un enfant avec qui on avait fait un jeu où il devait découvrir un arbre par le toucher, donc avec un bandeau sur les yeux. Et puis, l'année suivante, il est revenu au même endroit, et puis il est allé voir son arbre. Et ça, c'était génial, parce que vraiment, il s'était approprié l'endroit. Cet arbre-là était devenu son ami, quoi. C'est ça. Alors, il y a un jeu que vous aimez bien utiliser qui consiste à se mettre à la place d'une chauve-souris, Thierry Gidet. Alors il y a même 2 jeux qui me permettent ça. Il y en a un qui est une sorte de jeu de société, hein, qui a été fait par, si je ne m'abuse, par la Fédération des clubs protégés la nature, donc club CPN. Les clubs CPN, voilà. Et puis il y a également un jeu qui s'inspire, mais vraiment d'un jeu tout bête qu'on faisait quand on était enfant, qui s'appelait, en tout cas moi la version que je connaissais, ça s'appelait Roméo et Juliette. Et donc Roméo avait les yeux bandés, il appelait Juliette, et Juliette avait les pieds attachée, elle essayait de lui échapper. Et donc, en fait, j'ai aménagé ce jeu-là. Maintenant, quand je le fais avec les enfants, c'est la chauve-souris qui a les yeux bandés et le papillon de nuit qui essaye de lui échapper les pieds bandés. Alors, qu'est-ce que les enfants, alors j'imagine que ça peut jouer aussi avec des adultes, qu'est-ce qu'on découvre à travers ce jeu, Thierry? Eh bien, ils découvrent le fait qu'une chauve-souris n'a pas besoin de ses yeux pour repérer les proies, c'est-à-dire les papillons de nuit, qu'elle va utiliser son ouïe, et que de cette façon-là, bien avant l'homme, elle a en quelque sorte inventé le radar. Et puis aussi peut-être que le papillon de nuit, joué par l'autre personne, va le mettre en place, va découvrir des stratégies d'évitement. Oui, et puis là, j'imagine que vous faites le lien avec l'évolution, bien sûr. On fait le lien avec l'évolution parallèle de la chauve-souris et du papillon, puisque on découvre que certains papillons ont même développé des antennes qui leur permettent à leur tour de capter les ultrasons que produisent les chauves-souris. Donc c'est un petit peu une guerre de l'épée contre la cuirasse en quelque sorte, hein. On essaie de faire une épée qui pique mieux, et puis de l'autre côté une cuirasse qui protège mieux. Thierry Gidet, à vous écouter, on a presque envie, et forcément, d'aller vous suivre comme ça à l'occasion d'une découverte d'espaces protégés par le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Est-ce que en même temps, est-ce que ce n'est pas un peu dommage finalement de se dire, mais on a maintenant besoin de professionnels qui nous emmènent dans la nature? Je ne crois pas que ce soit dommage. Ce qui serait dommage, c'est de ne pas le faire. Donc si on prend l'occasion de le faire avec un professionnel ou avec un amateur, mais quelqu'un qui, comme moi, a cette passion, eh bien à ce moment-là, on découvre le milieu avec un autre regard, et ça ne peut que nous enrichir les uns et les autres. Hein, parce que moi aussi, je m'enrichis beaucoup au contact des gens qui participent à nos sorties. Vous nous avez beaucoup parlé de l'apprentissage de la nature par le jeu, la dimension ludique, Thierry Gidet. Lorsque Camille Saint-Saëns compose le Carnaval des animaux en 1886, il poursuivait un peu le même but à l'occasion du Mardi Gras.
Frédéric Mutschler. Le final, 14e et dernier mouvement du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, une œuvre inattendue chez ce compositeur considéré comme sérieux. Après 2 brèves représentations, il en interdira d'ailleurs l'exécution publique de son vivant, sauf le 13e mouvement dit Le Cygne, qui du coup deviendra un véritable tube, interprété ici par l'orchestre symphonique du conservatoire polonais MONUSCO, lors de la folle journée de Varsovie le 29 septembre 2013. Vous, c'est un autre conservatoire que vous avez choisi, Thierry Gidet. Oui, c'est le Conservatoire des espaces naturels de Lorraine. Et vous êtes animateur nature, mais ça n'a pas toujours été le cas. Vous êtes animateur nature depuis finalement relativement peu de temps au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, Thierry Gidet. En fait, j'ai démarré sur le marché du travail comme animateur nature, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il n'existait pas dans les années 90, quand j'ai commencé, au début des années 90, de formation spécifique, où elles étaient balbutiantes. Il y avait un début de formation par les jeunesse et sport, mais c'était tout juste. Donc je me suis formé sur le tas, et puis j'ai fait valoir auprès de mes employeurs cette spécialité nature, sciences, etc. On est à ce moment-là à quelle période, grosso modo? On est au début des années 90. Et à ce moment-là, comment êtes-vous perçu? J'imagine un peu comme un martien, je ne sais pas, vous n'êtes pas chevelu aujourd'hui, mais vous l'étiez peut-être à l'époque un véritable écolo? En tout cas, comme un original. Comme quelqu'un qui... On ne parle pas de l'animal. Non, je n'ai pas dit un orignal, mais bien un original. Donc, quelqu'un qui va utiliser un média original pour rentrer en relation avec les gens. Et ça a d'ailleurs été mon leitmotiv durant toute ma pratique professionnelle, puisque après 11 ans d'animation, mais alors avec des contrats précaires, c'était des contrats au mieux d'1 an renouvelables, quelquefois même des contrats simplement d'1 trimestre quand il fallait travailler en milieu scolaire. Intermittent de la nature. Intermittent de la nature, j'aime bien l'expression. C'était tout à fait ça. Il me fallait quelquefois cumuler 4 employeurs pour pouvoir arriver à un temps plein. Donc, comme j'avais quand même charge de famille, j'ai essayé de stabiliser un petit peu ça, et c'est pour ça que j'ai passé des concours de la fonction publique, et j'ai été reçu pour la formation d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, donc pour le ministère de la Justice. Mais alors là, plus rien à voir avec la nature. A priori, non. Et pourtant, d'une part, j'ai continué toujours d'avoir des activités d'animateur nature bénévole, cette fois dans des associations, là où j'étais nommé en tant qu'éducateur. Mais même dans ma pratique professionnelle, j'ai essayé de mettre en place des activités liées à la nature avec les adolescents en grande difficulté, les adolescents délinquants. Alors, c'est souvent synonyme, parce que la délinquance, c'est souvent le symptôme de quelque chose de plus profond, un peu l'arbre qui cache la forêt, pour reprendre une expression nature. Oui. Et donc, j'ai essayé à plusieurs reprises d'emmener ces jeunes dans la nature, d'utiliser ce rapport à la nature, encore une fois, comme un média éducatif. Et alors, au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, c'est aujourd'hui votre métier depuis combien de temps? Depuis décembre 2013, pour être précis. En fait, j'ai quitté la protection judiciaire de la jeunesse pour des raisons personnelles. En fait, c'est une sorte de fatigue nerveuse qui m'a pris. Et puis, j'ai voulu revenir à mes premiers amours. Et ça a été un petit peu difficile parce que, justement, des formations spécifiques s'étaient créées et que je me retrouvais en concurrence avec des petits jeunes sortis de formation. Et vous avez aujourd'hui quel âge? Et j'ai aujourd'hui 52 ans. En même temps, j'imagine, Thierry Gidet, que précisément ce parcours avec un public qu'on qualifie quelquefois de difficile, en tout cas complexe et non pas compliqué, doit être un plus dans votre métier aujourd'hui. C'est un plus, et puis j'ai été surpris de constater que c'est justement mon expérience professionnelle un petit peu multiforme, protéiforme, qui a été l'un des arguments pour me choisir moi plutôt qu'un petit jeune. Plutôt qu'un petit jeune, voilà. Thierry Gidet, d'où vous vient cette passion pour la nature? J'aurais presque tendance à croire que c'est génétique, parce que ce sont mes parents qui m'ont appris un petit peu à aimer cette nature qui était autour de moi. Et puis dès mon enfance, je dirais, mon loisir principal, c'était de regarder les oiseaux dans mon jardin depuis la fenêtre de ma chambre avec la première paire de jumelles qu'on m'avait offert à l'âge de 10 ans, quoi. Et c'était de faire des petites observations également des plantes et des insectes dans mon jardin. Donc je crois que c'est un état d'esprit avant d'être une passion. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Thierry Gidet, animateur nature au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, c'est le moment de votre choix.
On écoute. Alors le renard, c'est une espèce qui a un statut juridique assez ignoble puisqu'il est classé comme nuisible. Nuisible, ça veut dire qu'on va pouvoir le détruire bien sûr en période de chasse, puisqu'un nuisible est par définition une espèce gibier, mais on pourra aussi le détruire hors période de chasse, et y compris avec d'autres méthodes que le fusil, c'est-à-dire avec des pièges notamment. C'est une chasse qui a lieu en période de reproduction, le jour, la nuit, l'hiver, l'été, absolument tout le temps. Autant on peut comprendre qu'au début du XXe siècle, les agriculteurs qui avaient des petits élevages avec un petit peu de poules, des poulaillers qui n'étaient pas toujours fermés et tout, en veuillent au renard parce qu'ils venaient leur voler des poules. Maintenant, c'est des choses qui n'ont absolument plus lieu d'être. Le propos de Pierre Athanase, président de l'ASPAS, l'association pour la protection des animaux sauvages, pour illustrer votre coup de gueule, Thierry Gidet. Oui, c'est un coup de gueule et en même temps un coup de cœur. Le coup de cœur que j'ai eu pour ce collectif Renard Grand Est, dont fait partie entre autres l'association ASPAS. En fait, ce collectif, c'est un collectif d'associations de protection de la nature ou autres qui se sont fédérés pour obtenir l'abrogation d'un arrêt préfectoral qu'on estime scandaleux. Cet arrêté préfectoral autoriserait et autorise de fait maintenant le tir de nuit du renard sur 130 communes de la Moselle où la fédération de chasse a décidé d'implanter des faisans pour la chasse. Des faisans d'élevage. Des faisans d'élevage. Alors, malgré les actions de ce collectif, l'arrêté a été pris et on se bat désormais pour le faire abroger, c'est-à-dire pour le faire annuler. Ce que nous venons d'entendre d'ailleurs est tiré du très beau documentaire de 34 minutes réalisé en 2014 par le vidéaste mosellan Franck Vignat, intitulé « L'odeur de l'herbe coupée » et consacré précisément au renard roux, à visionner gratuitement sur la chaîne YouTube de Franck Vignat que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir dans Durablement Vôtre. Thierry Gidet, coup de gueule, on l'a bien compris, mais vous dites également coup de cœur. Coup de cœur pour cette volonté de protéger une espèce, parce qu'en fait, ce contre quoi je m'insurge, et c'est là que je rejoins ce collectif Renard Grand Est, je m'insurge contre la destruction programmée d'une espèce à qui on n'autorise pas en fait le droit de vivre et de vivre selon sa place dans la nature. Le renard a sa place dans la nature et en fait il s'agit là d'une confiscation en fait de la nature au profit du loisir d'une petite frange de la population. Pour autant, Thierry Gidet, au cours de notre entretien, vous évoquiez le partenariat avec les agriculteurs, absolument, mais aussi avec les chasseurs. Oui. Alors quoi ? Que se passe-t-il ? Comment se fait-il que vous arriviez, vous, conservatoire d'espaces naturels, à travailler ensemble avec les chasseurs sur la protection d'un certain nombre d'espaces naturels, et puis que vous n'arriviez pas à tomber d'accord sur la préservation du renard roux? Exactement. La chasse, elle aussi, elle est multiforme. C'est-à-dire qu'on est tout à fait d'accord avec les chasseurs sur la nécessité de limiter le nombre de sangliers ou de chevreuils qui, quand ils sont en trop grand nombre, vont créer des déprédations sur les milieux naturels. Par contre, là où on ne peut pas être d'accord avec eux, c'est quand une espèce est destinée à l'éradication pure et simple et pour des prétextes fallacieux. En plus de ça, il faudrait faire comprendre aux agriculteurs qui quelquefois sont eux-mêmes chasseurs que le renard, loin d'être leur ennemi, est au contraire leur allié. Parce qu'un renard, ça mange à peu près, 30 à 60 000 campagnols par an. On peut dire que le renard est spécialisé dans une espèce, c'est bien le campagnol. Or, le campagnol, il va faire des dégâts dans les cultures et même dans les prairies. Et donc, le renard est l'allié de l'agriculteur. C'est reconnu dans une kyrielle de documents du ministère de l'Agriculture et également dans les instances européennes. Donc cette espèce a le droit de vivre et elle a même une utilité beaucoup plus importante que sa nocivité. Le problème qu'on a, c'est que une petite partie des chasseurs... de lobby. Oui, un lobby, en effet, effectivement, va vouloir imposer sa façon de voir à l'ensemble de la population. Il reçoit un accueil favorable de la part du préfet et c'est là qu'on s'insurge contre cette espèce de déni de démocratie où il y a une enquête publique qui a été faite pour cet arrêté et puis toutes les réponses qui ont été données négatives ont été repoussées sans plus d'arguments.
Et simplement parce que les personnes qui avaient émis ces avis n'étaient pas forcément mosellans ou n'étaient pas forcément ruraux, etc. Ça veut dire, Thierry Gidet, qu'il y a encore beaucoup de travail pour des gens comme vous, animateurs nature, à expliquer à la population et peut-être aux professionnels que sont les agriculteurs précisément l'importance des milieux, mais aussi des espèces qui les fréquentent, et où on a peut-être encore beaucoup d'a priori. Vous parliez des mulots, ça me fait penser aussi aux rapaces, aux hiboux, qu'on clouait il n'y a pas encore si longtemps sur les portes des granges parce qu'on pensait qu'ils portaient malheur. Oui, tout à fait. L'un des symboles de ces a priori, c'est la chauve-souris. La chauve-souris à laquelle encore on associe tous ces fantasmes liés à la nuit. La chauve-souris qui s'accroche dans les cheveux, qui suce le sang, qui porte malheur, etc. Donc, ce sont des croyances qui ont vraiment la dent dure. Elles ont la dent dure, effectivement. Et ça fait partie de notre travail de les saper, ces mauvaises rumeurs. Un arracheur de dents. Un arracheur de mauvaises dents, oui, pourquoi pas. Thierry Gidet, alors, une question peut-être un peu brutale, mais est-ce que ce n'est pas des fois un petit peu décourageant, précisément, face à, vous citiez à l'instant ce coup de gueule, mais aussi un coup de cœur, est-ce que ce n'est pas des fois un peu décourageant face à cette, vous parliez de déni de démocratie? Décourageant, non, au contraire, ça prête à aiguiser le courage. Il est facile de couper un arbre, il est beaucoup plus difficile d'en faire pousser un. Et quand on est du côté de ceux qui font pousser l'arbre, on en est fier, tout simplement. Merci Thierry Gidet pour cet entretien. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes animateur nature au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, le conservatoire que nous retrouvons désormais tous les mois dans Durablement Vôtre. Vous pouvez suivre les actions du conservatoire sur sa page Facebook et sur sa chaîne YouTube. Il faut rappeler que le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine a besoin de soutien de tous pour préserver les milieux naturels de la région. On peut donc adhérer, faire des dons et même devenir conservateur bénévole d'un site naturel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cen-lorraine.fr. Pour réagir à cette émission, nous proposer des invités ou des sujets, écrivez-nous à contact@durablementvôtre.fr.